et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, je retrouverai Sacha Pouget pour faire l'actualité justement sur le secteur, les opérations, les financements, vous saurez tout. L'entretien est lui consacré à Didier Laurence, directeur général d'Advicen, le journal des biotech. C'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Sacha Pouget, associé de Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors on revient tous les trois numéros du journal des biotech faire le point sur l'activité du secteur, que ce soit en France, à l'international, avec en fil rouge un petit peu toujours les mêmes références. Et on va commencer par un sujet qui intéresse forcément les gens qui nous regardent, ce sont les performances 2021 des biotech dans le monde. Alors il y a, Laurent, 1120 biotech au moment où nous parlons qui sont cotées dans le monde. Il y en a environ 300 en Europe, 300 en Asie et 600 aux États-Unis. Alors en termes de performance boursière, depuis le début de l'année à fin mai, on constate une évolution moyenne de 12% dans le monde sur les biotech qui sont cotées. Et on a une surperformance aux États-Unis puisque les biotech progressent en moyenne d'environ 14%. Et en Europe et également en Asie, on a une progression de 9%. Donc on est plutôt dans une bonne dynamique, mais c'est beaucoup moindre que ce qu'on a pu observer en 2020. Oui. Ça n'empêche que la trajectoire est quand même bien réelle, puisque les biotech sont toujours demandées et sont toujours entourées par les investisseurs. Donc on a eu de beaux parcours aussi également en Europe et notamment aussi en France. Ah bah justement, on va parler des performances des biotech françaises. On peut dire de toute façon qu'encore à l'heure actuelle, sur le SBF 120, c'est une biotech qui affiche la meilleure performance DBV Technologies. Qu'en est-il du reste? Alors pour le reste, il faut rappeler quand même que nous avons 36 biotech qui sont cotées sur la Bourse de Paris. On a eu 2 IPO, donc maintenant on en a 38. Donc la performance moyenne en France est de 3% entre guillemets seulement. Donc c'est une sous-performance. 12% au niveau mondial, 3% en France. Et 9% en Europe. Et 9% en Europe. En Europe, on a surtout les pays nordiques qui ont bien performé. On a aussi le Royaume-Uni qui a bien progressé. La France est un peu en retrait. Et il faut aussi constater le fait qu'en février, on était en progression de 20%. Donc on a une forte consolidation par rapport au niveau de mi-février. Et on est quasiment flat au moment où nous parlons. Par contre, comme vous l'avez bien précisé, il y a certaines sociétés, 4, qui ont progressé de plus de 50% depuis le début de l'année, notamment DBV qui a progressé de 117%. On a aussi Transgène qui a progressé de 78% depuis le début de l'année. La société spécialisée en oncologie a produit et mis en avant de bons résultats sur un de ces programmes. Et puis on a aussi 2 sociétés qui sont dans le Covid, dans le vaccin, à savoir Osé Immuno et également Valneva, qui, elle, progresse de 50% depuis le début de l'année. Ouais, Valneva, qui commence à se faire remarquer. Goldman Sachs qui avait commencé, qui a initié une couverture sur le titre. C'était en début de semaine. Donc voilà pour les performances boursières. On va maintenant parler des financements. Comment ça se passe de ce côté? Alors on est sur une année classique finalement, puisque les biotech françaises ont levé depuis le début de l'année 408 millions d'euros. Alors c'est beaucoup moins que ce qu'on a pu observer en 2020, mais on était dans un autre environnement également, donc ce n'est pas totalement comparable. En 2020, à la même période, à fin mai, on avait levé 587 millions d'euros, donc là on a levé 179 millions d'euros de moins à la même période de 2020, ce qui est une baisse assez significative de 30%. Par contre, en nombre d'opérations, là on est sur un plus haut historique, à savoir que depuis le début de l'année, nous avons assisté à 27 refinancements de la part des biotech françaises. Le plus haut était de 2020, à savoir 24 opérations. Donc il y a toujours quand même une certaine demande de la part des investisseurs et aussi des besoins de refinancement de la part des sociétés biotech, puisqu'elles doivent quand même sécuriser leurs programmes qui demandent encore une fois beaucoup d'argent sur des cycles longs. Il y a toujours l'appétit pour les investisseurs pour les financer. Il y a eu par exemple Valneva qui s'est coté sur le Nasdaq et qui a levé pas loin de 100 millions d'euros. Donc on est sur une bonne trajectoire, mais on est sur une année plus classique. Alors, la moyenne entre 2015 et 2020 était d'environ 390 millions d'euros. Donc par rapport aux 408 millions d'euros levés depuis le début de l'année, on est finalement sur une
une année plutôt normale, j'ai envie de dire. Ouais. Après, ce qu'on peut constater en termes de saisonnalité, c'est que contrairement aux idées reçues, on constate aussi beaucoup d'opérations, généralement au mois de juin et au mois de juillet. On va peut-être se rattraper. Alors peut-être qu'il y aura un rattrapage lors des prochaines semaines. Bon, qui aurait dit en mars 2020 qu'on allait signer une année aussi exceptionnelle qui ferait date dans l'histoire des biotech, notamment au niveau des financements. On va parler aussi des fusions-acquisitions. Est-ce que le secteur est dynamique? Alors, il est très dynamique sur le plan des fusions-acquisitions. Ouais. On compte maintenant 13 opérations. On en comptait 12 hier. Il y en a une qui a été annoncée aujourd'hui, à savoir MorphoSys, qui rachète la société cotée américaine Constellation pour 1,7 milliard de dollars. Joli montant. Joli montant. Alors, c'est une des plus grosses biotech européennes, MorphoSys. Mais depuis le début de l'année, on est à 13 sociétés rachetées, cotées en Europe et aux États-Unis, contre 7 à la même période de 2020, donc on a fait x2. Et surtout en termes de montant, alors là on a 42 milliards de dollars contre 8 milliards de dollars à la même période de 2020. Donc il y a un fort appétit de la part des industriels et des sociétés pharmaceutiques pour les rachats de sociétés biotech cette année. On se dit finalement, c'est le bon moment pour mettre une biotech dans son escarcelle. 42 milliards. 42 milliards depuis le début de l'année. Pas mal. Ce sont les montants de rachat. Pas mal. Petit point aussi sur l'actualité du secteur avec trois valeurs, Gensight, AB Science et Abivax. J'ai envie de dire deux bonnes nouvelles et puis une mauvaise. Par quoi vous avez envie de commencer, Sacha? Plutôt par les bonnes. On va commencer par les bonnes nouvelles. Gensight peut-être? Alors Gensight qui a publié de bons résultats, qui étaient attendus sur une confirmation de son étude dans la LHON, donc la maladie de Leber, une maladie génétique de la vision. C'est un produit, le Lumevoq, qui est très avancé, il est en phase 3, il est proche de l'enregistrement, donc c'était très, très attendu de la part des investisseurs. La société a rassuré, donc c'est plutôt une bonne chose, et puis on attend d'autres résultats aussi d'ici la fin de l'année pour la société. Ensuite, on a eu aussi Abivax qui a étonné le marché. Alors là, bon résultat dans la rectocolite hémorragique, ils étaient attendus. Le titre s'est enflammé, je crois, plus 40%. Plus 40% le jour de l'annonce. Donc ça augure de bonnes choses pour la suite, notamment, pourquoi pas, dans les mois prochains, un partenariat pour la société. On attend quand même des résultats un peu plus détaillés, notamment dans une revue scientifique qui seront précisés dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc le marché va être très attentif aussi à d'autres produits qui sont développés par la société, au-delà du ABX 464. Et puis, alors là, pour le coup, on a eu un gadin quand même. Alors ça, oui, AB Science, interruption, déjà suspension de cotation en ce moment, et interruption des essais avec le masitinib parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, une cardiopathie ischémique, je crois, qui a été décelée. Dites-nous en plus, alors, Sacha. La société a annoncé, mais sans trop de détails, on a un peu sur l'expectative, sachant qu'en plus, c'est d'autant plus étonnant, sachant que la société avait administré le produit, son masitinib, à des centaines de volontaires sains et de patients. Donc, c'est plutôt étonnant. Alors après, pour le coup, on attend quand même davantage de détails, mais la société, pour le moment, fige ses essais cliniques, à savoir dans la mastocytose, également dans la LS, et tous les programmes de développement, au moment où l'on parle, ceux qui sont les plus avancés avec le produit, sont figés. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour la société, on manque de visibilité aussi. Essayons d'y voir clair prochainement, mais c'est vrai que ces choses-là, on ne s'y attend jamais trop. Là, pour le coup, la sanction risque d'être rude pour la sanction boursière. Pour le cours de bourse. Ça nous rappelle un peu des mauvais souvenirs parce que la NSM, il y a quelques années, avait déjà interrompu des essais d'AB Science. Donc, est-ce que... Alors, la société va devoir rassurer les investisseurs. Il n'en demeure pas moins que lorsque tout n'est pas encore connu, il est difficile Soyons prudents, attendons d'en tirer plus. Quelques conclusions. En tout cas, c'est plutôt étonnant. C'était peut-être quelque chose. De toute façon, les parcours des biotech sont souvent sinueux. Ça n'est jamais écrit à l'avance. Ce sont des titres très volatiles. Ensuite, il n'est jamais impossible que la société, un jour, puisse remonter la pente. Bien sûr. Donc, et puis, ce sera peut-être une interruption de courte durée, effectivement. De courte durée. On en saura plus prochainement, je pense. OK. Alors, voilà pour ces trois sociétés. On a envie de savoir aussi quels sont les rendez-vous qu'on se note à l'agenda pour les mois à venir sur l'actualité du secteur, notamment des biotech françaises. Alors, on a un news flow dense pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. On a tout d'abord une société qui s'appelle Lysogène qui va publier des résultats de phase 3 qui sont très attendus
Maladie de avant un Sanfilippo. enregistrement dans la maladie de Sanfilippo. On a un partenariat éventuellement qui pourrait tomber lors des prochaines semaines pour une société qui s'appelle Terranexus, qui est dans la maladie de Parkinson et plus exactement les symptômes liés à la somnolence diurne. Et puis on a aussi d'autres sociétés, alors elles qui vont publier davantage de salves de résultats, à commencer par Onxeo, qui est une société spécialisée dans l'oncologie. On attend des résultats de phase 1 sur ASI-DNA dans les tumeurs solides, et puis également des résultats de phase 1-2B dans le cancer de l'ovaire. On a aussi la société Biofitis qui est très attendue sur son produit Bio 101. On attend 2 résultats dans le Covid et également dans la sarcopénie. Oui, la sarcopénie, qui était l'indication principale du traitement à la vieillesse, exactement. Et puis on a aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, Gensight qui va publier des résultats de phase 3 prochainement aussi. Et puis également sur un autre produit, dans la rétinite pigmentaire. Là, c'est une phase beaucoup plus early stage, pour une phase 2 avec le GS050. Et pour finir, on a une société, alors on en parlait également, Abivax, qui a publié de bons résultats dans l'UC. Tout à l'heure, nous en parlions. Eh bien, sur le même produit, l'ABX 464, nous attendons 2 résultats, à savoir des résultats de phase 1 dans la TQT, et puis également des résultats de phase 2A qui sont très attendus dans l'arthrite rhumatoïde et sur un autre produit, l'ABX 196, avec des résultats de phase 1-2 dans le cancer du foie. Ah ben voilà, Lysogène, Biofitis, Onxeo, Gensight. Notamment, on ne va pas s'ennuyer dans les mois qui viennent. Vous revenez dans 3 numéros nous faire l'actualité du secteur, Sacha? Avec grand plaisir, Laurent. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Didier Laurence, directeur général d'Advicen depuis mai dernier. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors, peut-être un point, tiens justement, pour commencer, sur votre arrivée à la tête du groupe, quel est, à vous, votre parcours personnel? Vous prenez les rênes à un moment, on peut le dire, sans trop en faire, charnière pour l'entreprise. Quelle dynamique comptez-vous lui insuffler? Mon parcours il est généraliste. Moi, je suis pharmacien de formation. J'ai passé une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique avant de rejoindre la finance, où j'ai passé une vingtaine d'années, d'abord comme analyste financier et ensuite comme directeur financier dans plusieurs sociétés, la dernière étant une société de robotique chirurgicale. Comme vous l'avez dit, je rejoins Advicen dans un moment charnière. Je pense que ça n'a échappé à personne qu'on a récemment obtenu une AMM européenne pour Sibnayal dans l'acidose tubulaire rénale. Je pense que on est une des rares sociétés de biopharmaceutique de spécialité à avoir une AMM aujourd'hui. Moi, ce que j'apporte dans ma fonction de directeur général, d'abord, elle est en étroite collaboration avec David Solomon, le président d'Advicen. Je pense que l'idée, elle est vraiment de finaliser le développement de Sibnayal, préparer le lancement de Sibnayal en Europe au travers d'un partenariat et de dégager des ressources pour finaliser le développement de Sibnayal aux États-Unis, d'abord dans l'acidose tubulaire et ensuite dans la cystinurie, la deuxième indication. Bon, je retiens, bien évidemment, je ne serai pas tout seul. On est en train de renforcer les équipes, à la fois en production, en réglementaire et en clinique. Et puis, il faut noter aussi qu'on a renforcé récemment la branche américaine d'Advicen avec l'arrivée de Robbie McCarthy comme directeur général de la filiale américaine. Ok. Je retiens en tout cas dans votre parcours notamment le rôle d'analyste financier, ce qui va faire de vous quelqu'un de très conscient, je pense, des attentes du marché. Effectivement, vous l'avez dit, je parle de ce moment charnière, l'autorisation de mise sur le marché de Sibnayal dans l'acidose tubulaire rénale. Est-ce qu'on peut revenir peut-être brièvement, je pense que les actionnaires d'Advicen le connaissent par cœur, mais pour ceux qui seraient moins familiers avec cette maladie, est-ce qu'apporte finalement le produit d'Advicen pour les patients? L'acidose tubulaire, d'abord, c'est une maladie génétique, principalement. Il y a quelques formes acquises dans des maladies auto-immunes, type le lupus ou la maladie de Sjögren, mais c'est d'abord et avant tout une maladie génétique. C'est que le rein n'excrète pas correctement un certain nombre d'ions, et ce qui entraîne une accumulation d'ions acides dans le sang, d'où le terme d'acidose. Cet excès d'acide sanguin entraîne un déséquilibre de la balance, qu'on appelle la balance ionique
sanguine, ce qui fait qu'on se retrouve avec une pathologie assez invalidante. Et en particulier, chez les enfants, il y a un certain nombre de déséquilibres et qui conduisent à terme à l'insuffisance rénale. Je pense qu'il faut bien avoir conscience que c'est une maladie de l'enfance. C'est-à-dire que ça n'est pas une maladie aiguë, c'est bien une maladie chronique qui n'a pas de traitement aujourd'hui, à l'exception notable de l'AMM de Sid-Nayal, qui n'a pas de traitement. Il y a ce qu'on appelle un standard of care, c'est-à-dire une prise en charge par le biais de préparations magistrales qui sont préparées à l'hôpital. C'est des traitements qui sont très lourds, très désagréables, qui entraînent beaucoup d'effets secondaires. On parle de prise jusqu'à 6 fois par jour. Vous imaginez que 6 fois par jour, ça veut dire que vous êtes obligé de réveiller les enfants pour qu'ils prennent leur traitement en plein milieu de la nuit. Voilà. Donc, il y a une trentaine de milliers de cas en Europe. Donc oui, c'est une maladie rare, mais c'est des traitements chroniques. Et puis n'oublions pas que, encore une fois, ça a un impact médico-économique relativement important, puisque, encore une fois, on parle de personnes qui vont être traitées sur la durée de leur vie. Donc c'est pas neutre. C'est pas anodin, absolument. Du tout. Vous l'avez dit, début mai, j'interrogeais David Solomon, le président du conseil d'administration d'Advicen, et il disait, vous l'avez évoqué justement, que la priorité, c'était pour le groupe de trouver un partenaire industriel en Europe et que les discussions étaient déjà en cours. Et vous vous en doutez, Didier, je pense que c'est la question que se posent tous les investisseurs. Je vais la formuler d'une façon pas trop contraignante. Quel délai raisonnable vous vous laissez pour trouver ce partenaire? Est-ce que c'est 2021? Est-ce que c'est dans l'année à venir? Et puis, quel profil il devrait avoir pour pleinement rencontrer vos attentes quelque part? Alors, vous l'avez dit, j'ai été analyste pendant 15 ans. Et j'ai été directeur financier avant sur une société cotée. Donc vous comprenez bien que je ne répondrai pas directement à la question. Ce serait trop facile. Non, effectivement, quand vous avez interrogé David Solomon début mai, effectivement, la priorité, c'est de trouver un partenaire pour la commercialisation de Sid-Nayal en Europe. L'idée, elle est très claire. On va, au travers de ce partenariat, dégager des ressources pour participer au financement de Sid-Nayal aux États-Unis, d'abord dans la cidose, puis dans la cystinurie en Europe et aux États-Unis. La priorité, c'est donc de choisir ce partenaire. Ce sera un partenaire commercial. On n'a pas dans l'idée de licencier le produit en Europe. D'accord. Donc on est en train de discuter sur la base de term sheets avec des partenaires européens. Donc les choses avancent. Il n'est pas question de se précipiter. D'accord. On veut discuter sur des upfronts, des royalties. D'accord. Alors quand je parle de royalties, encore une fois, si c'est pas un contrat de licence, ce sera pas forcément des royalties. Ce sera plus semblablement un prix de transfert sur lequel on souhaite se mettre d'accord. D'accord. Voilà. Mais donc je réponds pas directement à votre question. Qui sait et quand, vous le saurez pas. En revanche, je vous donne quelques éléments de compréhension de ce qu'on cherche à faire. Bon. Voilà. C'est nous qui maîtrisons la production du produit. C'est nous qui en assurons la cession à ce partenaire. Et ça, très, très, très sincèrement, on espère, on pense closer avant la fin de l'année. L'idée du partenaire, c'est que ce soit un partenaire qui prenne la distribution sur l'ensemble de l'Europe. On ne va pas chercher 50 distributeurs, un distributeur par pays notamment. Oui. Et c'est vraiment d'avoir un distributeur qui assure la distribution au travers de l'Europe. Partout en Europe. Et encore une fois, les choses avancent plutôt bien. Voilà. Et puis après, dans la discussion avec le distributeur, on peut aussi évoquer la possibilité qu'il prenne aussi la distribution dans des indications futures de Sid-Nayal. Bon, on a quand même eu quelques informations. On va maintenant parler de Sid-Nayal aux États-Unis. Vous avez reçu l'autorisation de la FDA pour le lancement d'une étude de phase 3. Là aussi, est-ce qu'on peut
revenir? Quel est à peu près le calendrier indicatif de cette étude? Moi, j'ai une question peut-être très basique, excusez-moi, mais un échec reste-t-il du domaine du possible alors que finalement le médicament a reçu une AMM en Europe? Et puis là aussi, quel est le délai raisonnable d'une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis? Pour combien de patients potentiels? Ça fait 4 questions en une. Alors, je vais répondre à votre question sur l'échec. Oui. On va rester très humble. Vous ne m'entendrez jamais dire c'est gagné. Il n'y a pas d'échec possible. Ouais. Il y a toujours un échec possible. Après, la question, c'est quelle est la probabilité de cet échec? Je pense qu'aujourd'hui, la probabilité d'un échec de Cidnayal dans l'acidose tubulaire rénale aux États-Unis, dans l'étude clinique, très sincèrement, il est faible. Okay. L'AMM européenne a démontré, et ARENA 1, qui était l'étude européenne dans l'acidose, a démontré, 1, que c'était efficace, et 2, que c'était sûr. Et compte tenu du médicament, compte tenu de ses composants, le médicament, il fait le job. D'accord. Il fait le job aux États-Unis, il fait le job et il fera le job aux États-Unis comme il l'a fait en Europe. Donc, je pense que de ce côté-là, j'ai pas de... Vous êtes à peu près serein, vous êtes serein, on sent oui, serein. je suis assez serein. La deuxième chose qui nous rend serein par rapport à ça, c'est que, comme vous l'avez dit, le plan, et on s'est mis d'accord avec la FDA en amont sur le programme d'ARENA 2, le design de l'étude ARENA 2, qui encore une fois est une phase 3. Hein. On parle de l'AMM, mais il faut quand même rappeler que Cidnayal, il est aussi en phase 3 dans une autre indication dont on va peut-être parler un petit peu plus tard. Bien sûr. Donc, on parle d'une phase 3 aux US. C'est un essai randomisé, double aveugle, quelque chose de très normalisé, de très normé. Donc, l'étude, elle a été designée et elle va être menée en accord avec les recommandations de la FDA. Donc, un produit qui a été démontré sûr et efficace en Europe, chez des patients européens, et honnêtement, il n'y a pas de raison de penser que ce soit différent sur des patients américains, dans un plan de développement qui est en accord avec la FDA, honnêtement, la probabilité d'un échec, elle est relativement faible. Bon, sur le calendrier, alors ARENA 2, c'est une phase 3, 32 patients, un suivi des patients sur environ 20 semaines, le temps de recrutement, disons que globalement, ce qu'on pense, c'est être en mesure de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA au S2 2022. S2 2022, seconde semestre 2022. S2 2022. ARENA 2, on va redémarrer l'étude avant la fin du semestre. Aux États-Unis, tout est en place sous la houlette de Robbie McCarthy. Donc les choses sont en place. Dépôt d'AMM, S2 2022. Après, c'est de la discussion, avec la FDA. Bien sûr. Et l'AMM. Après, c'est toujours compliqué. Ce qu'on peut maîtriser, c'est le dépôt. Après, le rendu, la décision de la FDA, c'est un peu moins facile à maîtriser. Non, mais je pense qu'on a déjà une date. Vous l'avez dit, il n'y a pas que l'acidose tubulaire rénale, il y a également une autre indication, c'est la cystinurie pour Cidnayal, une maladie génétique qui est liée à l'accumulation de cystine. Là aussi, peut-être rapidement, est-ce que les deux maladies sont proches? Et puis, quand est-ce que vous pourrez, là, nous communiquer les résultats de l'étude pivot de phase 2-3 en Europe? Quel plan de développement de Cidnayal dans cette indication? Alors, acidose tubulaire rénale, cystinurie, elles sont proches du fait que ce sont toutes les deux des maladies rénales, toutes les deux des maladies orphelines, et toutes les deux des maladies génétiques. La comparaison va s'arrêter là. Ouais. La cystinurie, elle est liée à la cristallisation d'un acide aminé qui s'appelle la cystine dans des urines qui sont acides. Ça entraîne la formation de calculs. Je pense que vos auditeurs qui ont des calculs ou qui ont eu
la malchance d'avoir des calculs rénaux savent à quel point c'est extrêmement douloureux. C'est très douloureux, oui. La suite, c'est la conséquence de cette formation régulière de calcul, de cristallisation de la cystine. Ça entraîne atrophie rénale, hypertension, et au final, les patients régulièrement finissent en dialyse. Bon. Là encore, c'est une maladie qui démarre à la sortie de l'enfance, qui va avoir un retentissement significatif sur la qualité de vie des personnes. Il n'y a pas de traitement facile à prendre. Ils sont de source. Il y a énormément d'effets secondaires sur les traitements qui sont pris. C'est clairement une maladie qui aujourd'hui est ce qu'on appelle un besoin médical non couvert ou partiellement couvert. Quant à la taille du marché, il est bien plus important que l'acidose rénale. On parle en Europe d'une incidence de l'ordre de 1 pour 7 000 à 1 pour 15 000, ce qui pourrait représenter jusqu'à 70 000 patients en Europe. Alors que tout à l'heure, je parlais pour l'Europe d'à peu près 30 000 patients pour l'acidose rénale. Alors, Sibnayal, le calendrier de Sibnayal dans cette indication. Donc, nous, Sibnayal, première étude, phase 3, qui s'appelle Coral 1 en Europe, qui, elle, est programmée au S2 2021. Donc, elle va démarrer au S2 2021. Et on a l'ambition d'une AMM européenne dans la cystinurie avant fin 2022. Alors, on nous demande souvent, mais comment est-ce que vous faites? Comment vous allez faire pour faire une étude, pour démarrer une étude clinique S2 2021 et obtenir une AMM fin 2022? Exact. C'est tout simplement que c'est le même produit dans une deuxième indication. C'est donc pas une AMM complète, mais c'est ce qu'on appelle une variation. D'accord, donc ça va plus vite. Et donc ça va plus vite. D'accord. Donc, donc il faut bien avoir en tête ce timing-là. S2 2021 pour le démarrage de l'étude et AMM dans l'indication, et je répète bien, dans l'indication, avant fin 2020. Bon. Là, on l'a dit, moment charnière pour Advicen. Vous êtes pas forcément uniquement une biotech en R&D, mais vous allez devenir finalement une biopharma. Pour réussir cette mutation, vous allez avoir besoin de financement. On va bien sûr parler argent. Qu'en est-il compte tenu de votre niveau de trésorerie actuel? Est-ce que ça suppose là aussi des levées de fonds, appels au marché? Et puis, qu'est-ce que ça suppose aussi concrètement sur le profil de la société? Est-ce qu'il va y avoir des recrutements, une force commerciale plus importante? Comment ça va modifier la physionomie d'Advicen? Alors, Laurent, je voudrais revenir sur la question précédente sur la cystinurie, parce qu'il y a une partie de réponse que je n'ai pas faite. Parce que j'ai parlé de l'Europe avec Coral 1. Et on n'a pas évoqué les États-Unis. Et on n'a pas évoqué les États-Unis. Alors, parlons des États-Unis, et puis après, on reviendra. Sur Sibnayal, dans la cystinurie aux États-Unis, dans le courant après l'été, là, on va discuter avec la FDA pour encadrer le programme de développement avec l'objectif d'une étude de phase 3 qui s'appellera Coral 2, qui pourrait démarrer au S1 2022. S1 2022, bon. Exactement. Bon, alors voilà pour la cystinurie. On sent quand même que le calendrier est chargé pour Advicen. Du coup, je vous repose cette question. À la fois, qu'est-ce que ça implique en termes de financement? Qu'est-ce que ça implique en termes de mutation interne de la société? Vous l'avez dit, j'ai été analyste, directeur financier, donc je sais. Là aussi, vous allez être précis. Je connais bien la problématique du financement des biotech et des medtech et des biopharmaceutiques de spécialité. Et vos auditeurs le savent, on doit tous financer notre développement. On est dans un secteur qui est sur un temps long. Et on a effectivement besoin de financement régulier. Tout en sachant que là, on est quand même très avancé. C'est-à-dire que on est, voilà, vous l'avez dit, une des rares biotech qui a une AMM maintenant. On n'est pas sur des niveaux de financement où on finance des études de phase 2 où on se dit est-ce que ça va marcher? Oui, absolument. Donc on doit renforcer nos ressources financières.
Notre stratégie, encore une fois, elle est extrêmement simple à lire quand on réfléchit. On doit allouer des ressources financières, humaines, pour booster le développement de Sibnayal dans ces deux indications. Finir le développement aux US et réussir le lancement ici en Europe. En Europe, c'est très clair. Un partenariat. Ce partenariat, il délivre des ressources financières pour finaliser le développement de Sibnayal. C'est déjà une première source de financement non dilutif. C'est bien ce qui nous guide dans le choix d'un partenariat commercial en Europe. Et on n'investira pas sur une force de vente ici en Europe. Oui. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on oublie trop souvent, et c'est peut-être aussi de notre fait, c'est qu'on a déjà un produit qui est licencié, qui s'appelle Osaline, dont on peut attendre, là encore, des ressources non dilutives au travers du contrat de licence. Et puis, dernier point, et c'est essentiel. On est une société cotée, on discute toujours avec des investisseurs. On leur explique toujours, on leur parle toujours de notre profil, qui est clairement inédit dans le secteur. Hein. Je veux dire encore une fois, je me répète, on se répète, on est une des rares biopharmaceutiques de spécialité à avoir une AMM aujourd'hui en Europe. Donc, oui, et l'idée, c'est de toujours trouver la meilleure balance entre sources de financement non dilutif, et rappelons aussi qu'on a un prêt auprès de la Banque européenne d'investissement, 20 millions d'euros, on en a tiré 7,5. On a la possibilité de tirer d'autres tranches. Donc ça fait partie des possibilités de financement de l'entreprise. Donc, partenariat, revenu de licence d'Osaline, prêt de la BEI et d'autres options de financement qui, encore une fois, seront travaillées, discutées, évaluées entre financement en privilégiant bien évidemment les options soit de financement non dilutif, soit de financement les moins dilutifs possibles. Je ne peux pas faire d'autres réponses que celle-là. Non, mais écoutez, c'est une réponse, Didier Laurence. Merci de nous l'avoir fait. On se retrouve, il faudra qu'on se reparle parce qu'on sent que 2022 va être une année extrêmement riche pour Advicen et vous aurez sans doute des nouveaux développements à partager avec nous. Merci d'avoir été sur le plateau du Journal des Biotech. Merci beaucoup, Laurent. Le Journal des Biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro. À très bientôt.